Bonjour. Alors, nous ne serions sans doute pas là, dans cette salle, si les galaxies ne dansaient pas. C'est l'une des découvertes les plus récentes qui ont été réalisées au cours des dernières années et qui viennent tout juste d'être confortées par des articles qui viennent de sortir il y a quelques jours à partir des observations du télescope spatial James Webb. Nous ne serions sans doute pas là si les galaxies ne dansaient pas. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que signifie cette phrase, qui est pour moi en fait l'une des découvertes les plus bouleversantes de ces dernières années et qui s'inscrit dans un véritable changement de paradigme dans notre compréhension de l'histoire de l'univers et donc de nos origines, dans le récit de l'univers. Et pour moi, le récit compte. CONTE, c'est-à-dire qu'il est important d'inscrire les découvertes dans un ensemble, dans une histoire qui fasse sens, qui montre qu'il y a une cohérence, puisque finalement, ce qu'on essaie de reconstruire, c'est l'histoire de l'univers. Alors, le titre du livre dont je parlais, et dont une partie est liée à ce que je vais raconter dans cette conférence, c'est les 10 000 et une nuits de l'univers. Pourquoi ? Parce que depuis la découverte en octobre 1995 d'une planète qui tourne autour d'une autre étoile, 51 Pégasi b, et aujourd'hui, il s'est écoulé entre les deux environ 10 000 et une nuits. Et pendant ces 10 000 et une nuits, il s'est déroulé un nombre de découvertes en astrophysique à un rythme beaucoup plus soutenu que tout ce qu'on a connu au cours des années passées. Vous avez ici un panel de découvertes récentes qui ont été faites. On sait par exemple qu'il y a environ 5000 planètes qu'on a détectées qui tournent autour d'autres étoiles, et donc on est capable de dire aujourd'hui que quasiment toutes les étoiles ont des planètes. On estime qu'environ une dizaine de milliards de terres tournent autour d'autres étoiles avec des conditions analogues, c'est-à-dire capables d'avoir de l'eau liquide à leur surface, rien que dans notre seule galaxie. On a été capable d'identifier, grâce au radiotélescope ALMA, une planète Terre au moment de sa naissance dans un disque de poussière. Cette planète se trouve à exactement une unité astronomique, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres de son étoile naissante. Elle dessine cette petite anneau noir parce qu'elle est en train de nettoyer le disque de poussière. Elle capture toute cette poussière interstellaire et elle est en train de grossir. C'est une future Terre. On a été capable de voir l'ombre d'un trou noir, d'abord celui de Messier 87, et maintenant Sagittarius A*, au centre de notre galaxie, à 26 000 années-lumière de nous, c'est-à-dire quasiment l'horizon du trou noir, donc valider la théorie d'Einstein. On a reçu des compressions-dilatations de l'espace-temps, et on a été capable d'identifier d'où elles venaient et de voir que c'était la collision de deux trous noirs d'à peu près 30 masses solaires qui ont fait ces ondes gravitationnelles. Puis on a vu des collisions d'étoiles à neutrons qui ont la caractéristique de créer de la lumière en même temps que des ondes gravitationnelles qui se déplacent à exactement la même vitesse, à 10 puissance moins 15 près. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute une famille de théories alternatives à la théorie de la relativité générale d'Einstein sont mortes dès cette observation parce qu'elle supposait que les ondes gravitationnelles se déplaçaient à une vitesse différente de la lumière. Cette seule observation a complètement changé notre vision des modèles possibles pour aller au-delà de la théorie d'Einstein. On a vu les germes avec une précision qu'on ne pourra jamais dépasser des structures de l'univers aujourd'hui. On ne pourra jamais dépasser la qualité de cette image-là, même dans un futur très lointain. Pourquoi ? Parce que les plus petites structures sont complètement lissées, effacées par la lumière. C'est comme si on voulait fabriquer des glaçons dans de l'eau bouillante, et on pense que ces plus petites structures, les germes plus petits que ce que vous voyez là, qui se trouvent être l'image de l'univers 380 000 ans après le Big Bang, ces toutes petites structures sont faites de matière noire qui ne rayonne pas de lumière, à condition qu'elle existe. Si elle n'existe pas, on va devoir changer toutes nos théories, tout en sachant que la théorie d'Einstein résiste, et donc un défi. On a vu, et là je vais vous en parler aujourd'hui, des images de plus en plus profondes de l'univers qui nous racontent l'histoire de l'univers. Donc on est vraiment dans un siècle d'or de l'astrophysique avec toutes ces découvertes. Et on peut se dire que quelque part, la réalité dépasse la fiction. Le simple fait qu'un trou noir existe, pour Einstein, c'était inimaginable. D'abord d'un point de vue théorique, puis quand il a accepté l'idée que ça puisse exister d'un point de vue théorique, en 1939, il a écrit un article peu connu, mais dans lequel il démontre
mathématiquement l'impossibilité de l'existence d'un trou noir. Il dit, imaginez que de la matière commence à s'effondrer sous l'effet de la gravité, elle va commencer à accélérer, toutes les particules vont se cogner, ça va chauffer, ça ne pourra jamais se concentrer au point de fabriquer un trou noir. Donc, je ne crois pas que les trous noirs puissent exister dans l'univers. C'est-à-dire que cette réalité-là dépasse même l'imaginaire du plus grand d'entre nous. Et cette idée, selon laquelle parfois la réalité dépasse l'imaginaire, cette idée-là est à l'origine d'un tout petit livre peu connu de l'écrivain Edgar Allan Poe, qu'il a écrit dans la ville de Baltimore en 1845. Dans ce petit livre, Edgar Poe se pose la question suivante. Si la princesse Scheherazade, celle des Mille et une nuits, qui devait raconter une histoire toujours plus intrigante au roi de Perse afin qu'il ait envie de connaître la suite et qu'il la laisse vivre un jour de plus, parce qu'il avait décidé de faire tuer chaque femme avec laquelle il dormait du fait qu'un jour sa femme, la reine, l'avait trompé. Et il ne voulait plus jamais être trompé. Et donc Scheherazade a inventé 1001 histoires qui ont fait les 1001 nuits, mais Edgar Poe se pose la question de savoir si elle vivait à l'époque contemporaine, en 1845, à l'époque lui où il vivait, quel serait le 1002e conte de Scheherazade. Vous pouvez vous poser la question, si maintenant vous étiez Scheherazade, il n'y a pas besoin d'être une femme pour être Scheherazade, on a tous une Scheherazade en nous, on a tous cette capacité d'imaginer l'inimaginable. Qu'est-ce que serait l'histoire que vous raconteriez? Et ce que dit Edgar Poe, et ce qu'il fait dire à Scheherazade, c'est la chose suivante. Il y a quelque chose qui est plus extraordinaire que de voler sur un tapis volant, que de frotter une lampe magique et qu'un génie en sorte, que de dire « Sésame, ouvre-toi » et qu'une grotte s'ouvre, ou que ces fameux djinns avec des pouvoirs magiques. C'est le fait que l'être le plus ordinaire, qu'il soit un homme, une femme, un chien ou un chat, peut voir des millions d'années dans le passé rien qu'en levant la tête. Le roi de Perse, lorsqu'il entend ça, dit « ça c'est déraisonnable ». Il l'a fait tuer. Elle ne passa pas la nuit prochaine, elle trépassa. C'est-à-dire que la réalité était tellement dingue que pour ce roi de Perse qui avait accepté toutes ces idées complètement folles, l'idée qu'on puisse voir des millions d'années dans le passé était plus dingue encore que tout le reste. Et donc il n'accepta pas cette idée-là. 3 ans plus tard, Edgar Poe va un cran plus loin. Il réalise que s'il fait nuit la nuit, c'est parce que l'univers a une histoire. Il l'écrit dans ce livre, Eureka ou essai sur l'univers matériel et spirituel. Et le constat qu'il fait est analogue à celui qu'on pourrait faire en se promenant dans une forêt. Vous voyez ces arbres qui sont là, si ce bois était infiniment grand, et s'il y avait des arbres à l'infini distribués au hasard, quelle que soit la ligne de visée dans laquelle je regarderais, je finirais par tomber sur un tronc d'arbre. Et donc je verrais toujours de l'obscurité. Or là, le fait que vous voyez de la lumière derrière fait que tout de suite, vous savez que ce bois a une taille finie et qu'il n'y a pas de lumière qui vient au-delà. Ce que va se dire Edgar Poe, c'est que les étoiles de la voûte céleste laissent des trous entre elles, et le fait qu'il n'y ait pas de lumière à certains endroits prouve que cette lumière, si elle venait d'une étoile plus lointaine, n'a pas eu le temps d'arriver. À 300 000 km par seconde, elle n'a pas eu le temps d'arriver. Donc, il y a un commencement. C'est comme ça qu'il déduit, alors il aurait pu dire l'univers est fini, c'est une petite sphère. Non, il déduit que la lumière des étoiles lointaines existe, mais elle n'a pas eu le temps de nous arriver. Et donc l'univers a une histoire. Et ça, il le fait en 1848, bien avant la découverte de l'expansion de l'univers. Or, il écrit ça, peu de temps avant sa mort, dans la ville de Baltimore. Mais Baltimore, il y a 10 001 nuits, en 1995, c'est la ville où se trouve le STSCI, le centre de contrôle du télescope spatial Hubble. C'est depuis cette même ville que les astronomes, avec le télescope Hubble et aujourd'hui avec le télescope James Webb, sont aux commandes d'une machine pour explorer des millions et des milliards d'années dans le passé l'histoire de l'univers pour essayer de remonter à la naissance des premières étoiles et des premières galaxies. Dans cette même ville qui est connue par exemple dans la série télévisée The Wire, ou sur écoute en français, sur HBO aux États-Unis, qui est la série sur le trafic de drogue à Baltimore. Baltimore est connu pour ses paradis artificiels, pas pour son astronomie. Et pourtant, c'est là que, en décembre 1995, Bob Williams, le directeur du Telescope Spatial Science Institute,
s'est posé lui-même la question de savoir comment il allait prolonger ce rêve d'Edgar Poe, même s'il n'avait pas connaissance de l'histoire d'Edgar Poe. J'en parlais tout à l'heure, hier avec un collègue américain du télescope du Science, du STSCI, qui me disait « Ah, c'est dingue, nous-mêmes, on ne connaissait pas l'histoire d'Edgar Poe. » Et donc, ce qu'a fait Bob Williams, c'est qu'il s'est dit « Je veux réaliser une observation qui va complètement changer notre vision de l'histoire de l'univers, de l'histoire du monde. Une observation qui changera tout. » Alors, il fait appel aux 7 plus grands conteurs d'histoire de l'univers, une femme et 6 hommes, qui sont les meilleurs scientifiques dans le domaine de l'étude de l'univers lointain pour remonter l'histoire de notre univers. Et il leur pose la question, voilà, je suis directeur du télescope, j'ai accès à des centaines d'heures d'observation, je peux soit faire plein de petites observations, soit en faire une qui va tout changer. Quelle est l'observation que vous feriez si vous disposiez de ce temps-là? Et les 7 compteurs vont proposer une idée géniale, mais toutes différentes les unes des autres. Ils ne vont pas converger. Pendant ce temps-là, dans les couloirs du télescope spatial, du centre du télescope spatial, Mark Dickinson, qui est un astronome qui était à l'époque un jeune étudiant, entend dire cette idée-là, croise Bob Williams à la machine à café, et il lui dit, moi, si j'avais le temps, je regarderais un trou dans le ciel, un endroit où il n'y a rien du tout, et je laisserais le télescope pointer pendant des heures et des heures jusqu'à ce que quelque chose sorte. Pourquoi ? Parce qu'on vient de découvrir une technique qui fait que si vous regardez la même image du ciel dans 3 bandes, dans 3 couleurs, alors vous allez pouvoir utiliser une technique qui va permettre de transcrire l'image qui est en 2 dimensions, en 3 dimensions, passer de l'image au film. Comment ? Parce que l'élément le plus abondant dans l'univers, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, il peuple l'espace entre les étoiles dans une galaxie et il peuple l'espace entre les galaxies et nous. Et l'hydrogène a une caractéristique bien précise, c'est que tout ce qui est en dessous de 0,9 micromètres, toute lumière dont la longueur d'onde est plus courte que 0,9 micromètres, a suffisamment d'énergie pour ioniser l'hydrogène, pour casser l'atome, et donc il va l'absorber avec une efficacité totale. Ça veut dire que la lumière qui est en dessous de 0,9 micromètres ne passe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand vous voyez une galaxie qui n'a pas de lumière en dessous de 0,9 micromètres, vous savez reconnaître la signature de l'hydrogène. Mais quand une galaxie est lointaine, du fait de l'expansion de l'univers, sa lumière est décalée vers le rouge. Et donc, si vous voyez cette absence de lumière, non pas à 0,9, mais à 1,8, vous savez que c'est 2 fois plus loin, et donc ça veut dire que la galaxie est plus loin. Et vous pouvez comme ça mesurer directement la distance des galaxies juste en voyant qu'une galaxie est faible dans une bande et brillante dans les autres. C'est un peu technique, mais c'est juste pour vous dire que cette idée est arrivée par une coïncidence au même moment où Bob Williams voulait réaliser cette observation qui allait tout changer. Et là, ils comprennent ensemble qu'ils peuvent faire une image qui va être un film, qui va être une histoire, et ils décident de faire l'image du Hubble Deep Field, l'image la plus profonde de l'univers, qui a duré environ une centaine d'heures, et elle a été réalisée le 25 décembre 1995. Le jour de Noël. Alors là, c'est par une étrange coïncidence des programmations, mais pour ceux qui ont suivi le lancement du télescope spatial James Webb, le télescope spatial James Webb a été lancé le jour de Noël, le 25 décembre 2021. Là encore, pour des raisons juste liées à la programmatique. Et précision, j'ai discuté avec l'astronaute Jean-François Clairvoy il n'y a pas longtemps, et voici ce qu'il m'a raconté. En 1999, très précisément le 13 novembre 1999, le télescope spatial Hubble a été mis en mode sécurité, il a été complètement arrêté. On a fermé la porte grâce à laquelle le télescope pouvait voir le ciel pour le protéger, pour la raison suivante. Il dispose de 6 gyroscopes. Quand vous êtes dans l'espace, comment savez-vous ce qui est en haut, en bas, à droite, à gauche? Comment pouvez-vous pointer dans la direction d'une étoile ou d'une galaxie? Vous n'avez aucun référentiel. C'est un des problèmes qu'on rencontre dans les films de science-fiction. Et alors, on utilise des gyroscopes, comme ceux avec lesquels on jouait quand on était enfant, qui vont vous permettre de vous repérer par rapport aux axes du gyroscope. Et Hubble disposait de 6 gyroscopes, sachant qu'il en faut 3 pour identifier une position précise dans le ciel. Puis un gyroscope s'est mis à ne plus fonctionner, puis 2, 3, 4, au bout d'un moment. Quand 4 gyroscopes ne fonctionnaient plus, il n'y en avait plus que 2 qui fonctionnaient, on ne pouvait plus pointer précisément dans le ciel, on a arrêté le Hubble. On a envoyé la navette spatiale Discovery pour réparer Hubble. À son bord, Jean-François Clairvoy. Et une fois qu'on a réparé et qu'on a changé les 6 gyroscopes,
Jean-François Clairvoy était aux commandes du bras articulé qui tenait Hubble, et il l'a lâché pour qu'il puisse partir dans l'espace et reprendre ses observations. C'était le 25 décembre 1999, le jour de Noël. C'est pourquoi, à partir de maintenant, on a décidé en astronomie qu'on ne ferait plus rien en dehors du jour de Noël. On est capable de démontrer tout un tas de choses. Le lundi 11 juillet 2022, cette image est la première image du télescope spatial James Webb qui a été présentée au public. Elle a été présentée par Mr. Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est vraiment troublant parce qu'on ne voit pas régulièrement Joe Biden qui vient vous dire « Ah, on a découvert la transition 3-2 de la molécule de monoxyde de carbone en direction de la galaxie NGC 4438, ce qui prouve que l'espérance de vie de cette galaxie... » Non, c'est rare. D'accord. Joe Biden ne vient pas vous dire non plus « On a découvert un médicament pour... » Non, mais là, il est venu. Alors, ça rappelle un peu l'origine du télescope James Webb, parce que James Webb, c'était l'administrateur de la NASA à l'époque où Kennedy voulait aller sur la Lune avant les Russes. Et ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que la conquête de la Lune, aujourd'hui, s'exprime autrement par la conquête de l'aube de l'univers. On part en quête de l'aube de l'univers, du moment de la première lumière qui s'allumait dans l'univers. Après le Big Bang, il y a eu 380 000 ans où l'univers était opaque, puis un certain nombre de millions d'années pendant lesquelles aucune étoile n'est née, puis est née la première étoile, première galaxie. Ça, c'est l'objectif du James Webb, et avant même que Hubble commence sa campagne d'observation, on savait qu'il serait limité, qu'il ne pourrait pas voir l'aube de l'univers, la naissance des premières sources de lumière, parce qu'il n'avait pas la capacité de voir dans l'invisible, dans l'infrarouge. Et donc, Joe Biden montre cette image qui a la capacité de nous ramener aux confins de l'univers. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est exactement devant un cadavre, un assassinat, un cataclysme cosmique. Regardez ici. C'est la partie qu'on n'a pas du tout discutée à la télé, à la radio, quand on a présenté cette image, mais qui m'a tout de suite marqué parce que c'est ce qui est le plus troublant dans cette image. Je zoome dessus, et je vais encore zoomer dessus. Vous avez ici de la lumière diffuse qui n'est pas associée du tout à une galaxie et avec des petits points de lumière. Ce sont des étoiles qui ont été complètement arrachées de leur galaxie, qui a été complètement disloquée. C'est le cadavre d'une galaxie avec des amas globulaires, des petits points. Et j'ai des collègues qui se sont posé la question scientifique sophistiquée suivante, mais qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? Vous voyez, il y a quand même aussi une réflexion à avoir quand vous écrivez un article. Le titre ne vient pas comme ça. Si par exemple, vous vous posez la question mais qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? Ça devient le titre. C'est le niveau des premiers articles quand même qui ont été publiés par James Webb. C'est pas la théorie de la relativité générale. C'est mais qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? Bon. Alors voilà. Et après donc dans l'article ils disent nous avons vu l'image et on s'est demandé mais qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? Et donc ils ont décomposé la lumière de ces petits trucs, c'est-à-dire ils ont regardé les couleurs et selon les couleurs, si c'est plus bleu ou si c'est plus rouge, ça vous dit que l'étoile est plus massive ou moins massive. Or, si une étoile est très massive, ça veut dire qu'elle produit ses réactions nucléaires à un rythme très intense, et donc que son espérance de vie est très courte. Et les étoiles les plus massives ne vivent que quelques millions d'années, et puis les plus rouges, les moins massives, vivent des milliards d'années. Et donc, avec la couleur des étoiles, vous êtes capable de mesurer l'âge. Et là, ils ont estimé l'âge de ces étoiles, dans ces amas globulaires, qui est de 5 milliards d'années. Ça veut dire qu'il y a environ 8 milliards d'années, cette galaxie a été détruite. Et il se trouve que si on regarde l'image, on s'aperçoit qu'on peut voir les ancêtres de cette galaxie dans ces lentilles gravitationnelles. C'est des zooms qui sont réalisés par le fait que la masse qui est présente dans cette région est tellement grande, c'est un amas de galaxies, qu'elle déforme l'espace-temps, elle fait un effet loupe, et on voit les entrailles d'une galaxie lointaine qui remonte justement à 8-9 milliards d'années dans le passé. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'elle est peuplée de petits points de lumière qui sont ces fameux amas globulaires qu'on voyait disséminés ici, mais qui sont cette fois dans la galaxie. Vous voyez une galaxie là, et vous en voyez une autre là. Vous avez deux galaxies, et elles se ressemblent. C'est parce que c'est la même. C'est la même qui est dupliquée. Ce sont des fantômes galactiques qui sont des effets de déformation de l'espace-temps par l'effet de l'amas. Et donc vous voyez plusieurs images de cette même galaxie. Vous en voyez une autre ici, là. Et elle est peuplée de petits points qui sont ces amas globulaires, qui sont peut-être le chaînon manquant pour comprendre le lien entre les premières étoiles et les premières galaxies.
peut-être que ce qui est né en premier, ce n'est ni l'étoile ni la galaxie, mais ces petits amas globulaires. C'est une des questions qu'on se pose et à laquelle on va essayer de répondre avec le télescope spatial James Webb. Mais une autre image qui a été réalisée par le James Webb permet d'en savoir plus sur ce qui a provoqué cette expulsion d'étoiles en dehors des galaxies. Vous avez ici l'image d'un hippocampe. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous voyez ici l'hippocampe ? Pour moi, c'est un hippocampe. Je vous laisse le temps de le prendre. Ceux qui ne voient pas d'hippocampe ne pourront jamais faire d'astronomie. Voilà, là, il y a un hippocampe. Donc après, mais qu'est-ce que c'est que ces petites choses ? Mais qu'est-ce qui vient faire là, l'hippocampe ? C'est de la science d'un autre niveau. Et donc, voilà. Alors là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez cette galaxie-là qui vient de rentrer dans les autres galaxies à 4 millions de kilomètres/heure. Et ce qui se passe, c'est quelque chose qui est assez courant dans l'histoire de l'univers, c'est que vous avez des groupes de galaxies qui sont un peu comme des gangs de galaxies, et qui, lorsqu'ils croisent une galaxie, la dépouillent. Un peu comme si vous alliez dans un quartier malfamé, etc. Et on appelle ça du harcèlement galactique. Alors, je sais, ça peut paraître bizarre, mais je vous ai mis le titre de l'article pour que vous compreniez que ce n'est pas moi qui suis en train de vous raconter des histoires parce qu'on est dans une salle entre nous et que je fais de la vulgarisation scientifique et j'invente des mots. Non. Le harcèlement d'une galaxie. Voilà. Et dans les amas de galaxies, en gros, ça veut dire il y a une galaxie qui se promène tranquille, elle rencontre un gang de galaxies, elle se fait dépouiller. Nous, on appelle ça Galaxy Harassment, machin, etc. Nature, un des journaux les plus compétitifs. Hein. C'est pas le journal, c'est pas François, c'est Nature. D'accord, 15 février 96, c'est un vrai, c'est pas une fake news. J'étais à la conférence de Santa Barbara où Ben Moore a présenté ça. Et je pense toujours à Roger Moore parce que c'est la première fois que je voyais un film dans une conférence. Il arrive et il dit « Éteignez les lumières ». On était tous là à regarder des présentations qui succédaient, donc à s'emmerder. Et nous, ce qu'on attend, c'est la pause café. Vous savez, c'est le moment où on dit « Non mais vraiment ». Et là, le type vous dit « Oui, ça, ce que j'ai raconté, c'était ça, mais en fait, on ne sait pas trop, quoi. » Ah oui, c'est ça que vous attendez. Ce n'est pas le moment où le type vous dit « Vous avez vu comme c'est… » Et là, il arrive… Il éteint les lumières et il met un film. Donc on voit le film et on voit un gang de galaxies, puis une galaxie qui arrive et elle se fait déchiqueter, il n'y a plus rien. Et puis il rallume les lumières. Et c'est tout juste si vous ne voyez pas les larmes sur la figure des gens. Et c'est ça. Mais la galaxie, elle est où ? Alors bon, personne n'ose poser. Puis il y a quelqu'un qui lève la main, il pose la question. Il dit, mais elle est où la galaxie ? Il dit, déchiquetée. Il n'y a plus. Il dit, mais il y a des galaxies dans l'univers. En fait, il était allé un petit peu trop loin avec sa simulation à l'ordinateur, il détruisait tout. Donc on lui a dit quand même qu'il ne faut quand même pas exagérer parce qu'il y a encore des galaxies qui existent. Mais il était tellement fasciné par son programme qui marchait bien, quoi, qu'il s'est dit, bah voilà, moi je mets de la lumière, des atomes, machin, de la gravité, je laisse évoluer, ça détruit tout, il n'y a plus rien. Il dit, ouais, mais on est quand même là, quoi, il faut quand même laisser 2-3 trucs. Et d'ailleurs, quand je lève la tête vers le ciel, il en reste. Et donc, non. Mais par contre, oui, ça arrive. Ça arrive. Et donc là, par exemple, vous avez un hippocampe qui est de la matière qui a été complètement déchiquetée en dehors des galaxies. Et alors, ce qui est beau, c'est que l'onde de choc est en train de créer des nouvelles molécules d'hydrogène dans le choc. Et dans la tête de l'hippocampe, d'où l'intérêt de l'hippocampe, il y a une flambée d'étoiles qui est en train de se produire. Ici, l'onde de choc allume un trou noir central au cœur de cette galaxie qui produit des jets qu'on ne voit pas très bien ici. Et puis vous avez ici ce qu'on appelle des queues de marée, c'est-à-dire que la gravité étant différente plus près et plus loin, ça provoque une éjection de la matière. Et en bout de la queue de marée, vous voyez un petit peu plus de lumière, c'est un bébé galaxie qui est en train de naître du mariage des galaxies. C'est beau, hein ? Bon, mais c'est du harcèlement, il est en train de se faire déchiqueter. Donc en fait, ça dépend de l'angle de vue sur lequel vous regardez votre histoire. Alors, pourquoi maintenant on a besoin d'un outil comme le James Webb pour aller plus loin dans notre compréhension de l'histoire et comment est-on arrivé à cette idée que nous ne serions pas là si les galaxies ne dansaient pas ? Alors, pourquoi ce nouveau télescope ? Je vais vous donner 4 raisons. Les 4 raisons, les voici. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre vu comme ça, mais enfin, c'est un appareil, un trou, un piano et un écureuil. Ça, c'est facile à retenir. Ah oui, tu te rappelles de l'explication hautement scientifique David Elbaz ? Le clavier ? Non, pas le clavier, le trou. Et l'écureuil ? Bon, alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Cet appareil-là,
que vous n'avez probablement jamais vu, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, c'est avec lui qu'un astronome qui s'appelle Vesto Slipher a découvert le Big Bang en 1917, et même un peu avant 1917, avant tout le monde. C'est complètement dingue parce que c'est complètement oublié de tous les livres d'histoire. Il déposait le spectre d'une étoile, c'est-à-dire la décomposition de la lumière d'une étoile, sur ce petit appareil. Vous voyez, il y a des plaques de verre, il le posait là, et avec les petites vis, il tournait les vis. Alors pourquoi il tournait les vis? Parce que, vous voyez, vous avez une étoile de référence ici, dont on voit la lumière qui est décomposée, comme ça, et puis il y avait deux petits trous là dans la lumière, c'est deux raies d'absorption du calcium, qui sont autour de 0,39 micromètres, et tous les astronomes savent que quand vous avez deux petits trous dans le spectre, c'est du calcium, et que ce calcium, la distance entre les deux petits trous permet de savoir que c'est vraiment lui. Or, si une étoile se rapproche de vous, les raies du calcium vont être décalées vers le bleu, et si elles s'éloignent de vous, elles sont décalées vers le rouge. Donc, le mouvement de l'étoile va changer la position des raies. Et donc là, quand il regardait une autre étoile, comme celle-ci, il voyait les deux petits trous, il savait que c'était le calcium, parce que c'est vraiment, il y a peu de chances que vous voyez deux petits traits d'absorption à la même distance que le calcium, sauf qu'ils ne sont pas au même endroit. Et donc ce qu'il faisait, c'est qu'il tournait la molette, et puis il voyait à quel moment il pouvait les réunir. Et donc pour tout ce qu'il avait observé jusque-là, il faisait typiquement un quart de tour de sa molette, un quart de tour. D'accord ? Et ça voulait dire que les étoiles se déplaçaient typiquement 10-15 km par seconde. Et là, il fait le spectre d'une nébuleuse et il se rend compte qu'il faut faire 7 tours. Donc il fait un quart de tour, un demi-tour, un tour, 2 tours, 7 tours. Complètement dingue. Et c'est là où il découvre, en faisant tourner une petite vis micrométrique sur cet appareil, sur celui-là vraiment, qu'il s'aperçoit que toutes les galaxies s'éloignent de nous, la fameuse découverte de l'expansion de l'univers. Ça a été attribué à Edwin Hubble, mais si vous regardez l'article d'Edwin Hubble, aucune des vitesses de l'expansion de l'univers de l'article ne vient de Hubble, ni de ses collègues, ça vient de Vesto Slipher, qui n'est pas cité par Hubble. Donc en fait, Hubble a seulement mesuré des distances avec ce qu'on appelle les étoiles céphéides, mais l'expansion de l'univers vient de cette machine-là. Donc en fait, quand on vous dit d'où vient l'expansion de l'univers, eh bien, elle vient de ça, de ce truc-là. Sauf que lui, Vesto Slipher, quand il a vu ça, il a pris peur, parce qu'il s'est rendu compte qu'en tournant une vis, il était en train de faire exploser l'univers. Il s'est dit, oh là là, je ne vais pas allumer la lumière, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, il a écrit une phrase dans son article, publié en 1917, qui est « Je donnerai ultérieurement une explication possible à cette idée-là ». Effectivement, il n'a pas non plus osé le dire. Alors ensuite, il y a un trou dans le ciel ici. C'est le 23 mars 1895, Edward Barnard, qui est un astronome qui fait des photographies du ciel, plonge dans la direction de la constellation du Sagittaire et il découvre des trous dans le ciel. On savait qu'il y avait ces trous dans le ciel, on les voit même à l'œil nu, même les Incas les voient à l'œil nu, ils les appellent les Yanafuyu. Je ne pense pas qu'Ed Barnard le savait, mais on les voit facilement. Mais lui, il s'est dit, si je pointe mon télescope pendant une demi-heure, je vais finir par voir les étoiles qui ne sont pas vues ici parce qu'on n'est pas assez sensible. Il pointe une demi-heure et il écrit dans son article, rien. Je vais faire 3 quarts. D'habitude, en 10 minutes, vous avez tout. 3 quarts d'heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Et là, il dit, mais attendez, j'ai passé la nuit dessus, j'ai rien vu. C'est un trou. Et là, il écrit un article en disant, ces régions vacantes vont complètement transformer notre compréhension de l'univers. On ne va plus jamais parler de l'univers de la même manière à cause de ces trous dans le ciel. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'en réalité, s'il avait été capable de voir dans l'infrarouge, il aurait pu voir que ce fameux trou était en réalité plein, plus plein que tout l'espace interstellaire ailleurs, mais il a fallu des décennies et des décennies pour accepter cette idée-là. Même les plus grands scientifiques ont mis du temps. Il a fallu attendre Trumpler en 1930 pour qu'on accepte cette idée-là. Et très récemment, on a eu cette image avec le télescope Herschel qui montre qu'il y a ici une concentration de matière. Et la modélisation de cette concentration de matière montre que nous sommes en train d'être les témoins de la naissance d'un Soleil avec son cortège de planètes 200 000 ans avant l'allumage des réactions nucléaires. Donc en fait, c'est un cocon, c'est un fœtus d'étoiles en train de naître. Les étoiles, c'est comme des papillons, ça naît dans des cocons de poussière. Et là, on est en train d'assister à la fécondation
de l'étoile parce qu'en réalité, ils se sont rendus compte que ce petit grumeau-là est comme un spermatozoïde qui vient féconder l'ovule ici et qui va faire l'allumage. Pourquoi? Parce que ce nuage de poussière interstellaire était dans un état relativement stable tant qu'il n'était pas perturbé. Et puis l'arrivée du petit est venue le perturber et fait qu'il s'effondre. Et c'est ça l'interprétation. Et donc c'est pour ça qu'on est capable d'estimer que ça mettra 200 000 ans à donner naissance à un système solaire. Donc, l'expansion de l'univers a pour effet de dilater la lumière et de l'étendre vers l'infrarouge. C'est pour ça que si vous voulez regarder loin dans l'univers, il faut le James Webb, parce que sinon, vous ne pourrez pas voir la lumière des étoiles comme le Soleil. Hubble peut éventuellement voir la lumière dans l'ultraviolet, des galaxies relativement lointaines, qui va être décalée dans le domaine visible que peut voir Hubble. Mais si vous voulez voir les confins de l'univers, la lumière des étoiles normales, visible, qui est décalée dans l'infrarouge, il faut un satellite infrarouge pour voir loin, pour voir à travers les nuages de poussière qui vont sinon obscurcir la présence de matière et la masse d'étoiles qu'il y a dans les galaxies. Il faut aussi avoir la capacité d'accéder à tout un domaine de fréquences dans lesquelles se trouve tout un domaine de molécules, comme par exemple le méthane, l'eau, l'ammoniac, la phosphine, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, qui ne sont accessibles que dans l'infrarouge moyen, accessibles à la caméra MIRI, qui a été réalisée sous maîtrise d'œuvre du CEA en France, la partie imageur de l'instrument MIRI de James Webb, et qui permet de voir les molécules, pardon, ça sera pour après, les molécules qui vibrent dans l'univers et qui ont des signatures très précises, et donc on va explorer comme ça les atmosphères d'exoplanètes. Et alors là, je vous ai montré un écureuil, et en fait, je vous montre un éléphant à côté, pourquoi? Parce qu'avec Hubble, on ne peut pas distinguer un écureuil d'un éléphant. Alors vous allez me dire, oui, mais n'empêche qu'on ne va pas trouver d'écureuils flottants dans l'espace, ni des éléphants, mais les galaxies, elles peuvent être définies par leur masse et leur forme, et la masse et la forme d'une galaxie est caractérisée par les étoiles que peut voir le télescope James Webb, pas celles que peut voir Hubble. Hubble, ne voyant que dans l'UV, il n'est pas capable de voir toute la multiplicité, les étoiles les plus nombreuses, qui sont les petites étoiles, qu'on ne voit que dans l'infrarouge. Et donc, si vous voulez savoir si la galaxie est massive et grande, ou si elle est petite et peu massive, il faut le James Webb. Donc voilà les 4 raisons pour lesquelles il faut le James Webb. Une fois que vous l'avez, la première question à laquelle on cherchait à répondre les gens, c'est quelle est la première source de lumière qui s'est allumée dans l'univers? Quel est l'astre qui a déclaré l'aube de l'univers, qui a enclenché l'aube de l'univers? Alors, je vais maintenant vous présenter un résultat qui n'est même pas encore publié, qui va sortir, enfin qui va être soumis dans les jours qui viennent, autour de cette question de l'aube de l'univers. Donc, dans l'image de SMACS 0723, qui a été présentée par notre président américain Joe Biden, on a identifié plein de petits points rouges qui sont des galaxies qui remontent à 12-13 milliards d'années dans le passé. Et avec nos collaborateurs américains, on a travaillé sur une autre région du ciel, parce qu'il y a des grands programmes qui sont appelés des programmes Legacy, qui sont ouverts à tout le monde, mais sur lesquels il y a eu une compétition pour définir quelle région du ciel serait observée. Et donc, avec ce programme Legacy, on a regardé une autre image que celle-ci, et on a commencé à regarder le nombre de galaxies et la taille, la masse, la distance des galaxies les plus lointaines dans l'univers. Alors voilà ce qu'on a trouvé. Vous avez ici le décalage vers le rouge, et ici l'âge après le Big Bang. La plus ancienne galaxie qu'on a identifiée remonte à peu près 200 millions d'années après le Big Bang, voire un petit peu moins. Puis ici, autour de 300 millions d'années après le Big Bang. Et puis ici, vous avez toute une flopée de galaxies, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est la plus grande compilation de galaxies qui sont au tout début de l'histoire de l'univers. Vous voyez qu'elles sont petites et moches, mais elles ont le mérite d'être les premières sources de lumière. Ça nous donne une idée de ce que c'était l'univers au tout début. Et là, première question qui a émergé de cette observation, ça ne colle pas du tout avec la théorie. C'est-à-dire que vous avez ici beaucoup trop de galaxies par rapport à ce que toutes les théories prévoyaient. Elles sont beaucoup trop lumineuses, elles ont fait beaucoup trop d'étoiles, elles sont beaucoup trop puissantes. Et donc aujourd'hui, tout le monde est en effervescence pour se demander si les premières observations du télescope spatial James Webb viennent jeter un coup de pied dans toutes nos théories, ou bien si c'est juste, par exemple, que lorsque les premières étoiles sont nées dans les galaxies, elles étaient uniquement massives.
On sait que la première étoile de l'univers devait faire 1000 fois la masse du Soleil, devait rayonner comme 1 million de fois la lumière du Soleil, mais on sait qu'on ne va pas voir la première étoile de l'univers parce qu'il faudrait pointer exactement dans la bonne direction et que même le James Webb aurait besoin d'une lentille gravitationnelle pour le voir. Par contre, on peut étudier les populations d'étoiles dans les galaxies et commencer à remonter, en mesurant leur âge, à ce qui s'est passé avant. Parce que dès lors que vous voyez une galaxie ici, 180 millions d'années après le Big Bang, elle est née avant. Donc vous savez que la première lumière a dû se passer 150, 100 millions d'années après le Big Bang. Et là, aujourd'hui, on pense que peut-être il va falloir questionner toutes nos théories sur la naissance des premières étoiles dans l'univers. Ça, c'est une des découvertes qui est en cours. Maintenant, le point sur lequel je voudrais insister, et qui est ce véritable changement de paradigme dans notre compréhension de l'histoire de nos origines dans l'univers, est lié à une énigme qui a été posée en lien avec des travaux que notre équipe en fait, a découvert et qui vont permettre de placer dans un contexte une des observations récentes du télescope James Webb. Alors, quelle est cette énigme? On a mesuré le rythme de naissance des étoiles dans les galaxies, dans l'univers. On a vu combien d'étoiles naissaient. Alors aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, dans l'univers observable, il naît 9474 étoiles par seconde. C'est le chiffre qui vient de l'observation, bien sûr, 9474, 9475, on n'est pas à une étoile près, je vous fais cadeau. Mais à peu près 10 000 étoiles par seconde. Ça veut dire qu'entre le début et la fin de cette phrase, il est né 100 000 étoiles avec leur cortège de planètes, etc. Dans le passé, il en naissait plus. Mais comme les étoiles naissent dans l'infrarouge, c'est-à-dire que leur lumière est complètement absorbée par la poussière qui rayonne dans l'infrarouge, on a dû faire tout un tas de campagnes d'observation dans l'infrarouge pour mesurer le rythme de naissance des étoiles dans les galaxies. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette loi, qui est que quand on regarde la masse d'une galaxie, on peut déterminer le rythme de naissance d'étoiles qui définit sa puissance lumineuse, avec une incertitude qui est très petite. Alors, ça a été véritablement troublant parce que ça veut dire deux choses. La première, c'est que les galaxies forment leurs étoiles pendant des milliards d'années, mais dès lors qu'on mesure la quantité de matière qui reste pour former des étoiles dans les galaxies, on voit qu'elles n'ont assez que pour former quelques millions, centaines de millions d'années des étoiles. Donc en gros, ça, c'est, vous voyez quelqu'un qui a une voiture, dans le réservoir d'essence de sa voiture, il y a 10 litres, et il dit qu'il va parcourir le tour de la Terre. Avec 10 litres, ce n'est pas possible. Donc là, les galaxies, ici, elles ont 10 litres, elles peuvent faire des étoiles pendant un certain temps, 600 millions d'années en fait, à toutes les époques de l'histoire de l'univers. On a mesuré la même chose. Ça, c'est des mesures compliquées, que je ne rentre pas dans les détails, mais qui ont été faites au cours de pas mal d'années d'études pour arriver à cette conclusion. Or, elles sont toujours sur cette loi, ça veut dire qu'elles continuent de former leurs étoiles, alors qu'elles devraient s'arrêter. Donc là, c'est une première question qui s'est posée. La deuxième question, c'est que toutes les galaxies ont des formes différentes les unes des autres, elles ont des histoires différentes, elles se collisionnent, etc. Et malgré tout, elles restent sur cette loi. C'est un peu comme un être humain qui a une homéothermie, qui a toujours la même température. On est tous différents, on a tous des formes différentes, etc. Mais on a un processus d'autorégulation qui fait notre corps a toujours la même température. C'est exactement la même chose qu'on observe pour les étoiles. Plus une étoile est massive, plus elle est puissante en termes de luminosité, et on a ce qu'on appelle la séquence principale des étoiles. Pareil, on a appelé ça la séquence principale des galaxies, et ça rappelle une loi qui a été découverte en 1932 par un biologiste qui s'appelle Kléber, Max Kléber, qui montrait que les animaux ont un métabolisme qui suit une loi proportionnelle à la masse, et le métabolisme, c'est-à-dire l'intensité avec laquelle les réactions chimiques se font dans le corps, qui est analogue à l'intensité des naissances d'étoiles, eh bien, ce métabolisme, il le mesurait par la chaleur rayonnée, qui est analogue à la lumière d'une galaxie. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'avec ces études, que je résume très brièvement là, on a posé deux énigmes. La première énigme, c'est que dans l'univers, si vous regardez une population d'étoiles, une galaxie, elle forme de nouvelles étoiles pendant des milliards d'années, mais elle a un réservoir, comme la voiture qui n'a que 10 litres, pour faire que quelques millions d'années. Donc c'est une première énigme. Deuxième énigme, le rythme de naissance des étoiles dans les galaxies est universel, malgré leurs différences de forme et autres, comme s'il y avait un phénomène d'autorégulation qui fait comme une sorte d'homéothermie.
Ces deux questions sont restées en suspens pendant un certain temps, et je vais maintenant vous dire quelle est la réponse qu'on a apportée à ces deux questions. Alors, vous savez, quand un scientifique a une question, il cherche une réponse. C'est un réflexe naturel, on ne peut pas s'en empêcher. Et quand il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à répondre à la question, il fait comme tout le monde. Il va à l'église. Et il faut comprendre les scientifiques. Un scientifique, c'est un être humain. Ce n'est pas l'extension d'une machine. Il se pose des questions. Il vit la tension intérieure entre la question et la réponse qu'il n'arrive pas à visualiser. Et donc, il s'adresse aux cieux. Mais à sa façon. Il faut comprendre le scientifique. Il a son langage à lui. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il met un ordinateur dans l'église. Et, si possible, le plus puissant, avec lequel il va pouvoir créer son univers à lui, comme l'autre, qu'il avait fait il y a longtemps, et que lui, il fait lui-même, virtuel. C'est ça, un scientifique. Il croit qu'en ce qu'il fait. Et donc, le plus puissant ordinateur de la planète Terre se trouvait être à quelques kilomètres de la ville de Barcelone, dans cette basilique de Torre Girona, en 2007, et on a reproduit un univers. Alors, comment on a fait ? On est parti des conditions initiales, des premiers grumeaux qu'il y avait dans l'univers. Et ces premiers grumeaux, c'était des grosses taches, puis des plus fines, puis des plus fines. Là, c'est l'image faite par un satellite américain COBE, puis WMAP, puis Planck, qui vous montre différents niveaux de grains, des petits grains, des gros grains, et puis on laisse la gravité agir, on met un peu de matière noire, et puis on regarde au cours du temps qu'est-ce qui émerge. Et là, émerge l'image classique qu'on appelle la toile cosmique, qu'on connaissait déjà avant cette simulation-là, mais vous allez voir la nouveauté de cette simulation. Ce sont ici des petits points qui représentent les galaxies et qui dessinent une toile, un peu comme une toile d'araignée, et c'est visuellement qu'on voit la toile parce que les points sont alignés, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas des véritables liens entre les points, ce sont des alignements des galaxies. Ce qu'a vu la simulation, c'est que si vous zoomez sur un de ces points, vous voyez de véritables liens entre les galaxies, des filaments de matière intergalactique qui coulent comme des fleuves cosmiques et qui viennent nourrir les galaxies. Si je reprends mon allégorie de tout à l'heure, le type a une voiture, il a 10 litres d'essence, il va faire le tour de la Terre, facile, il y a des pompes à essence. C'était ça la réponse. Bon, dans l'univers, il y a des pompes à essence, sauf qu'elles sont invisibles. Et donc, les galaxies sont nourries en permanence par ces filaments invisibles qui les nourrissent. Alors, est-ce qu'on les a vus en dehors de ces simulations à l'ordinateur ? On commence à en voir des indices. On n'est pas complètement certain on n'est pas complètement certain de leur existence. Néanmoins, chaque fois que je suis dans une conférence, je pose la question à mes collègues, je leur dis, d'après vous, est-ce que vous êtes sûr et certain que ça existe ? Ils me disent, oui, on est certain. Je leur dis, pourquoi ? Ils disent, parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait être autrement. En gros, le type fait le tour de la Terre, il a que 10 litres. Il y a des pompes à essence. Voilà, et donc voilà. Donc tout le monde est d'accord. Donc première réponse à la question. Alors il se trouve que cette fois, on a une véritable analogie entre le cerveau et l'univers, parce qu'on pouvait croire l'avoir ici, mais là, c'était illusoire, parce que c'était des alignements de points sur des millions d'années-lumière. Ici, c'est sur quelques dizaines de milliers d'années-lumière, et ce sont des vrais filaments, des vrais liens. Et de la même manière que les axones et les dendrites qui relient les neurones vont provoquer une excitation d'un influx nerveux, la matière qui s'écoule dans les fleuves cosmiques va provoquer une excitation de la galaxie sous la forme de la naissance de nouvelles étoiles. Et en fait, on s'est même rendu compte que toute la clé de la vie et de la mort des galaxies n'est plus ce qu'on pensait avant, le rôle des trous noirs ou des supernovae, mais le rôle de l'excitation ou de l'inhibition, c'est-à-dire le moment où vous coupez le fleuve qui est cassé pour une raison ou une autre. Et de la même manière, pour les neurones, l'inhibition et l'excitation sont les deux modes avec lesquels vous allez avoir un influx nerveux. Alors maintenant, la découverte qui a été faite avec le James Webb qui va permettre de répondre à l'autre question, celle de l'origine de l'universalité avec laquelle les galaxies donnent naissance à leurs étoiles. Voici une vision de l'univers
nous sommes ici, puis le Big Bang est ici, et quand on remonte dans le passé, vous avez ici, il y a 2 milliards d'années, il y a 4, 6, 8, 10, etc. Donc vous voyez le passé. Hubble a permis de voir la forme des galaxies à sa façon. Donc voici la forme d'une galaxie comme la Voie lactée aujourd'hui, et voici ce qu'il a vu dans le passé. Il y a à peu près 6, 8 milliards d'années, des formes qu'on peut qualifier de moches. Et plus lointaines, plus moches. Donc en fait, vous avez un degré de mochitude qui augmente à mesure que vous vous éloignez du présent. Donc le monde, selon Hubble, est moche. Et en tout cas, nous étions moches dans le passé avant de devenir beaux. Le problème, c'est que Hubble ne sait pas distinguer un écureuil d'un éléphant. Et il voit la lumière ultraviolette des galaxies qui a été décalée, et ce ne sont que les étoiles les plus massives qu'il voit là. Et est-ce que c'est des écureuils ou des éléphants? Et ce qui a permis de voir le James Webb, en regardant dans l'infrarouge, c'est que la véritable forme des galaxies, écureuils ou éléphants, c'est que ce ne sont pas du tout des objets complètement irréguliers avec ces grumeaux, etc. Ce sont de belles galaxies qui dansent, spirales, comme les galaxies locales. Et on a les derniers articles qui remontent à quelques jours qui montrent que c'est le cas jusqu'à 1 milliard d'années au moins après le Big Bang. Ça, c'est tout récent, ça vient de sortir, et ça conforte l'idée qu'on avait, et sur laquelle je vais revenir, de cette idée d'autorégulation, comme on va le voir. Mais on peut dire que d'une certaine manière, James Webb a repêché la fourchette de Hubble. Alors, vous allez me dire, je ne comprends pas. Mais parce qu'en fait, Hubble avait dit que les galaxies décident une fourchette. Bon, il mangeait avec une fourchette à 2 dents. Il y avait des galaxies spirales et des spirales barrées. Celles-ci sont mal barrées. Et puis des galaxies elliptiques. Voilà, c'est la fourchette de Hubble. Et puis après, avec le télescope spatial Hubble, on a vu que les galaxies étaient irrégulières. Elles ne ressemblaient plus du tout à la fourchette de Hubble. Donc on s'est dit, en fait, dans l'univers lointain, le monde est très différent d'aujourd'hui. Et James Webb a montré que non. En fait, ces magnifiques formes, elles étaient là. C'est juste qu'on ne voyait pas la différence entre un écureuil et un éléphant. Alors, avec la découverte des filaments de ces fleuves cosmiques qu'on a vus à l'ordinateur, on peut expliquer pourquoi les galaxies peuvent tourner et danser depuis le début de l'histoire de l'univers. Imaginez que vous voyez un moulin qui flotte dans l'univers. La première chose que vous direz, c'est que fait un moulin qui flotte. D'accord, ok, mais imaginez que vous voyez un moulin qui et que vous voyez que les pales tournent. Alors, vous allez vous dire, c'est qu'il y a du vent. Quand vous voyez un moulin qui tourne, c'est qu'il y a du vent, même si vous ne le voyez pas. Eh bien, c'est ce qu'on se dit, c'est-à-dire que les galaxies qui tournent, on pense aujourd'hui que la raison pour laquelle les galaxies tournent sur elles-mêmes, dansent, ont ces formes en spirale, c'est la manifestation, l'incarnation du mouvement de ces fleuves cosmiques, de cette eau qui les fait tourner, parce que l'eau arrive un peu décalée par rapport au centre et ça les fait tourner comme un moulin. Donc ça, c'est un élément de réponse. Et alors, j'ai dit, nous ne serions sans doute pas là si les galaxies ne dansaient pas, tout à l'heure. Pourquoi ? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Soleil se déplace à 800 000 km/h autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Chaque étoile de la galaxie se déplace dans une ellipse autour du centre de la Voie lactée. Et si on les représente, vous voyez ici, je ne sais pas si c'est facile à voir, mais plein de petits points plus ou moins foncés ou clairs, qui sont toutes les étoiles, environ 200 milliards dans la galaxie. J'ai remis le Soleil avec son mouvement, et donc elles font chacune une ellipse, comme ça. Toutes les étoiles font des ellipses. Mais du fait d'une certaine affinité les unes avec les autres par l'effet de la gravité, il y a ce qu'on appelle des modes de résonance. C'est-à-dire que les orbites sont orientées de sorte à ce que par endroits, ces étoiles qui tournent sont un peu plus proches les unes des autres que par d'autres endroits. Et cet excès d'étoiles ici, dans leur mouvement autour du centre de la galaxie, ça engendre des bras spiraux. Et ces bras spiraux, c'est exactement comme une vague qui se déplace dans l'océan et qui comprime la matière et qui engendre de l'écume, qui engendre des vagues où naissent les nouvelles étoiles. Tout ce que vous voyez en rouge ici, ce sont les pouponnières d'étoiles qui naissent dans la vague. Il n'y a pas de naissance d'étoiles entre les vagues. Et donc, la galaxie est un espèce de gigantesque océan qui tourne sur lui-même, de par la rotation, résiste à la gravité, comme la Terre résiste à l'attraction du Soleil en tournant. Et quand la vague passe, enclenche les naissances d'étoiles. C'est exactement, en fait, comme les bras d'un derviche tourneur qui, vu de dessus, ses bras se déplaceraient dans l'océan de la galaxie et engendrent de nouvelles étoiles.
C'est aussi ce qui se passe dans un ouragan. Lorsque vous voyez la couleur blanche, c'est la concentration de l'humidité dans l'air qui forme des gouttelettes, et ces gouttelettes sont nées de l'onde de densité qui va comprimer l'humidité, qui va faire des petites gouttelettes. C'est exactement le même phénomène. Et en gros, on est en train de voir une vague que j'ai illustrée ici par une image réalisée par intelligence artificielle en combinant une véritable pouponnière d'étoiles avec une vague. Et en gros, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez une vague qui se propage dans l'océan de matière interstellaire, qui comprime la matière, qui donne naissance à de nouvelles étoiles. Ce mécanisme-là se produit aujourd'hui dans notre galaxie. Ça veut dire que, au moment où nous nous déplaçons là, nous, la Terre avec le Soleil, à 800 000 km/h, on est en train de féconder la galaxie. Nous, là maintenant, par notre mouvement, on engendre des vagues qui engendrent de l'écume, à l'intérieur de laquelle naissent des pouponnières d'étoiles, naissent de nouveaux systèmes solaires, naissent de nouveaux mondes. C'est ça que font les étoiles en ce moment. Donc notre mouvement fait ça. Et c'est le cas depuis des milliards d'années, chose qu'on ne savait pas, et c'est ça qui est la cause de l'autorégulation des galaxies, c'est-à-dire qu'en fait, ce mouvement régulier de la rotation, de la danse des galaxies, qui résiste à la gravité par la danse, par le mouvement, comme la Terre résiste à la gravité du Soleil par son mouvement, fait que la matière ne donne pas naissance à toutes ces étoiles d'un coup, elle le fait à un rythme régulier, elle maintient une sorte d'homéothermie. Donc en fait, le métabolisme galactique, ce sont ces vagues qui se propagent à l'intérieur des disques, et que vous pouvez voir ici dans l'image du James Webb qui montre des molécules qui se sont allumées de par le passage des vagues, et la couleur que vous voyez là est rayonnée par des molécules complexes qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques, mais qui sont des molécules complexes, qui sont probablement les premières briques élémentaires à l'origine de la vie. Et quand on zoome dedans, on voit ces fameuses pouponnières d'étoiles, comme les piliers de la création et autres, qui sont véritablement l'écume des vagues. C'est vraiment né dans l'écume, c'est vraiment l'écume des vagues où naissent les étoiles. Et nous, le système solaire, est né dans l'écume des vagues d'une galaxie dansante. Donc si je résume, on a cette toile cosmique, à l'intérieur de laquelle vous avez des fleuves cosmiques, à l'intérieur desquels, si on regarde dans les pouponnières d'étoiles, il y a de véritables petites rivières célestes où naissent les étoiles. Ça, c'est la nébuleuse d'Orion. Et quand on dézoome un peu, on voit ce filament-là, avec des petits points blancs qui sont des cœurs préstellaires, qui sont les naissances d'étoiles, et qui ressemblent d'ailleurs au Nil vu du ciel, qui féconde et qui fertilise le désert tout autour, de la même manière que cette rivière fertilise l'espace interstellaire, et elle est née dans l'écume des vagues d'une galaxie qui est résumée ici. Alors, pour conclure, bien sûr, vous allez me dire, mais si ce que vous disiez était vrai, si nous ne serions pas là si les galaxies ne dansaient pas, alors des galaxies qui ne dansent pas devraient être stériles et ne plus former d'étoiles. Et c'est le cas. Si vous regardez autour de vous, par exemple à 320 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un cimetière de galaxies, où les galaxies ne dansent plus. Et ces galaxies qui ne dansent plus n'ont plus donné naissance à des étoiles depuis plusieurs milliards d'années. C'est l'une des plus grandes énigmes de l'étude de l'univers que d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les galaxies dans un amas et ailleurs deviennent stériles. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci.